Oui, Pascal Latour du Pin, deux choses. D'abord, on va vous rendre l'antenne 2 minutes avant pour vous permettre de vous voir vous baigner tout à l'heure. Donc, on compte sur vous. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'Henri Guénaud et moi, vous voyez, nous sommes sans cravate car il fait très chaud et que, effectivement, une des recommandations, c'est de laisser tomber la cravate pour ne pas mettre trop de climatisation. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Je reçois l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'occasion de la sortie d'un nouveau livre de Nicolas Sarkozy. Le 4e, c'est demain en librairie. Le livre s'appelle Passion. À chaque fois que Nicolas Sarkozy sort un livre, Henri Guénaud, c'est pour préparer quelque chose. Je rappelle quand même, 2001, c'était pour préparer son retour après la traversée du désert Baladuried. En 2006, pour préparer sa conquête du pouvoir. On va voir les 4 livres qui s'affichent. En 2016, pour se lancer dans la bataille des primaires de la droite. Et aujourd'hui, c'est pour quoi faire ? C'est pour préparer une nouvelle phase de sa vie. Vous savez, le temps des mémoires n'est pas le temps de la politique. Tous les autres livres que vous citez sont des livres qui sont écrits par quelqu'un qui est dans la politique active ou qui va y revenir. Le dernier, il l'a écrit quand il était revenu à la tête des Républicains. De l'UMP. Là, il s'agit de mémoire. Après, vous savez, le sort, les dessins de Dieu sont impénétrables. Le général de Gaulle a écrit les mémoires de guerre après s'être retiré de la vie politique après la libération. Pour mieux revenir en 58, je vous rappelle. Mais je pense qu'en les écrivant, il ne pensait pas à son retour en 1958. Maintenant, l'histoire dira s'il y a un retour ou s'il n'y en a pas. Alors vous avez raison, Passion, c'est un livre de mémoire qui va s'arrêter en 2007, le jour de l'entrée à l'Élysée, un livre de mémoire où il raconte ses rencontres, il dresse des portraits, comme celui de Jacques Chirac, par exemple. Mais la maison d'édition nous dit qu'il y a un 2e tome en préparation. Il sera peut-être plus politique, le 2e tome, dans quelques temps. Peut-être après les 2 procès auxquels devra répondre forcément l'ancien chef de l'État sur le financement de la campagne de 2017 et puis de 2012, et puis sur la prétendue corruption de magistrats. Qui sait, il y aura peut-être 3 temps. Hein, parce que je pense que le quinquennat pourrait occuper en tout cas un volume entier. Bon, est-ce que vous pensez qu'il a envie, Nicolas Sarkozy, vous qui le connaissez bien, d'un retour un jour dans la vie politique ? Alors moi, je ne fais pas de psychologie à 2 balles. Je raconte jamais ce que nous disons quand nous nous voyons. Mon sentiment, simplement, aujourd'hui, c'est qu'il a tourné cette page de la politique, disons, de la politique classique, ordinaire, etc., et qu'il a à la fois le souci de défendre ce qu'il a fait. Vous savez, c'est aussi une façon, à un certain âge, de donner un sens rétrospectif à tout ce qu'on a accompli dans sa vie jusque-là. Deuxièmement, il a le souci, je crois, j'espère, de rester au-dessus de la politique partisane, de la politique quotidienne. Et puis après, qui sait, vous savez, si le pays va très mal, si les Français cherchent un recours, peut-être sera-t-il ce recours, mais je pense qu'il est important aussi qu'il reste dans la position où il pourrait éventuellement être un recours dans des circonstances difficiles pour le pays. Ça exige qu'on reste très au-dessus. Ce qu'il dit aussi, l'ancien président, c'est qu'au fond, il va faire une campagne de promotion de son livre, il va aller à la rencontre des Français, et ce qu'il dit, c'est que ce contact avec les gens, avec les Français, le renforce, le galvanise. Oui. C'est vrai. Il a un contact particulier avec les Français encore ? Ah oui, je crois qu'il a un contact très, très particulier, puisque le livre s'appelle Passion. Il y a quelque chose de très passionnel dans le rapport entre Nicolas Sarkozy et les Français. Et puis, vous savez, l'ancien président de la République qui écrit ses mémoires et qui va à la rencontre des Français pour les dédicacer, pour leur présenter. Il se passe toujours, ça donne toujours lieu à quelque chose de particulier. On a eu même François Hollande faisant le tour de France avec
avec ses mémoires sous le bras, a provoqué quelque chose. Brusquement, on regarde l'ancien président comme quelqu'un d'autre qu'un président, qu'un souverain. C'est à la fois quelqu'un qui a participé au pouvoir suprême, l'impression d'entrer dans l'intimité du pouvoir. Qui a incarné le pays, au fond. Qui a incarné le pays, mais qui en même temps ne l'incarne plus, c'est-à-dire est redevenu un Français comme les autres. Voilà, c'est un moment très, très particulier. Est-ce qu'avant peut-être de revenir, il peut aider à la reconstruction de la droite? La droite française ne va pas très bien, on a vu son score aux élections européennes. Est-ce qu'il peut jouer un rôle en coulisses? On peut toujours jouer un rôle en coulisses, mais je crois qu'il peut peut-être aider à la reconstruction de la France. Je crois que ce serait une tâche à la fois vaine et usante. Désespéré, vous voulez dire? Non, je n'ose pas dire désespéré, mais enfin, voilà, moi. C'est pas intéressant. C'est pas son histoire à lui. C'est pas de son niveau. C'est pas son histoire d'aujourd'hui. Et je me demande d'ailleurs comment il pourrait bien aider à la reconstruction de quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus, si tant est que ce quelque chose n'ait jamais véritablement existé. Quand même, la droite, à un moment donné, elle a gouverné des décennies le pays. Alors, il est arrivé que ce qui n'était pas la gauche a gouverné le pays. Ah, c'était pas la droite? Mais dire que c'était la droite, c'est mettre une étiquette bien ambiguë. Je vous rappelle que Jacques Chirac a fini par gagner l'élection présidentielle sur la fracture sociale. Alors je veux bien tout ce qu'on veut, mais si vous pensez que ça c'est la droite qui avait été portée au pouvoir, même s'il y avait des gens de droite dans le gouvernement, même si en nommant Alain Juppé, Jacques Chirac n'a peut-être pas été cohérent politiquement avec la campagne qu'il avait fait élire, il n'empêche que c'était pas la droite qui avait été mise au pouvoir. Nicolas Sarkozy en 2007 a fait une campagne qu'on aurait du mal à classer aussi nettement entre la droite et la gauche. Je pense que l'évocation, pour prendre le petit côté des choses, mais quand même pas qui manque pas de signification, l'évocation de Jaurès et de Blum du travailler plus pour gagner plus, etc., n'était pas tellement la droite. Ça avait plutôt quelque chose à raconter. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites faites la droite à gouverner, mais c'était pas vraiment la droite. J'ai envie de vous poser la question. Non, ça a été un rassemblement. Un temps, ça a été le gaullisme ou le gaulo-bonapartisme. Et puis, s'agissant de Nicolas Sarkozy, c'était pas le programme de la droite, le programme de l'UMP, c'était le sien. Alors, je vais vous poser une question très directe. Finalement, on voit que la cote de l'exécutif remonte ces derniers jours, plus 5 points et 3 points pour le chef de l'État et le Premier ministre, 4 points. 4 et 3 pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Est-ce que c'est eux, quelque part, aujourd'hui, la droite? Enfin, la droite dont vous parliez. Oui, si on appelle droite ce qui était devenu le RPR à la fin. Oui. Mon grand désespoir, ce qu'était le projet de l'UMP, c'est-à-dire fusionner l'UDF, le RPR pour dissoudre le parti gaulliste dans un parti de notables, alors oui, c'est LRM et l'accomplissement de l'UMP. Voilà, pour moi, c'est l'accomplissement du dessein. L'AREM, c'est l'UMP. C'est l'UMP tel que l'a voyé Alain Juppé, par exemple. D'ailleurs, le Premier ministre a été le premier directeur général des services de l'UMP, aux côtés d'Alain Juppé. Madame Loiseau vient du Juppé, si je me souviens bien. Bon, les idées de Bruno Le Maire ne sont pas très différentes au fond sur beaucoup de sujets. Et on trouve beaucoup d'anciens, on peut faire la liste des parlementaires qui viennent du juppéisme. Madame Aurore-Berger vient du juppéisme. Voilà, je pense que c'est vraiment l'accomplissement, c'est pas les Républicains, l'accomplissement de l'UMP, c'est LREM d'un point de vue politique, idéologique, sociologique aussi. Alors je vous posais quelques questions pour tester vos idées aujourd'hui. Par exemple, vous savez, il y a cette mobilisation contre la privatisation d'aéroports de Paris, à la fois de la gauche et certains républicains. Est-ce que vous aussi, vous dites il ne faut pas privatiser Aéroports de Paris au nom d'intérêts nationaux? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles, à mon avis, il ne faut pas le privatiser. D'abord, j'ai beaucoup de mal à comprendre le calcul économique qui justifie cette privatisation, parce que c'est quand même curieux de vendre un actif qui rapporte à l'État, alors que tout ça pour financer un fonds d'investissement, alors qu'il suffit pour l'État français aujourd'hui d'emprunter à taux négatif
sur les marchés vrai. pour financer ce fonds d'investissement. Donc le calcul économique me paraît pour le moins discutable. Quant à l'autre versant qui est l'autre versant de la politique, de toute politique, c'est le versant moral, un monopole naturel comme l'aéroport de Paris, ça génère des rentes. Et moi, ma famille politique, c'est celle qui ne veut pas privatiser toutes les rentes. Voilà. Donc vous avez signé la pétition? Pas encore, mais je vais le faire. Oui. Vous allez signer bien sûr. la demande d'un référendum d'initiative partagée. Oui. Autre sujet, la loi bioéthique qui va être présentée dans Je rappelle aussi que tous ceux qui s'en émeuvent du référendum d'initiative partagée, ils ont approuvé la réforme de la Constitution. De Nicolas Sarkozy en 2008. Voilà. La loi bioéthique va être présentée à la mi-juillet. Il y a notamment dedans l'idée de la PMA pour toutes, pour les femmes célibataires et les femmes en couple. La PMA remboursée aussi par la Sécurité sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Est-ce que c'est une avancée? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, avancer, recul. Ce que je regarde, ce sont les équilibres de la société. Vous savez, on dit, mais ça n'enlève de droit à personne. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Non, nous vivons dans une société qui est fondée sur des principes partagés, des valeurs partagées. Sinon, on ne peut plus vivre ensemble. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de civilisation. Donc là, vous savez, le mariage, c'est une institution sociale. Bon, on a fait le mariage pour tous. On aurait pu faire autre chose pour consacrer l'union des personnes homosexuelles. On a fait le mariage. Bien, la suite logique arrive, c'est-à-dire comme le mariage s'était fait pour mettre de l'ordre depuis toujours dans la filiation, bien maintenant on en arrive à la PMA pour tous. La PMA pour tous, c'est une nouvelle étape franchie vers la marchandisation et vers le consumérisme de l'enfant. Voilà, c'est le droit à l'enfant. On passe du droit de l'enfant au droit à l'enfant, comme si c'était juste un objet de plaisir, que personne n'avait à s'en mêler. Mais pardon, je pense que c'est un vrai sujet qui apparaîtra au fur et à mesure que le temps passera. Et puis derrière, il y a pour une question de principe d'égalité, il y aura la GPA, que vous autorisez Alors le gouvernement droit à dit que non, l'enfant. parce qu'il y a un autre principe intangible auquel le gouvernement ne veut pas toucher, c'est le fait de la non-marchandisation du corps. C'est le cas, puisque vous... Le don de gamètes est gratuit, vous le savez. Oui, enfin, attendez, à partir du moment où vous acceptez la PMA pour tous, non pas seulement pour les gens qui ont un problème médical, vous entrez dans le domaine de la marchandisation. Vous aurez des entreprises, comme ça se passe dans certains pays, regardez aux États-Unis. Et le problème après, c'est que quand l'enfant il n'est pas conforme à ce que le client a demandé, que fait-on enfin, on entre dans quelque chose dont on n'a pas... Moi, je veux bien qu'on fasse ça, mais très bien, en ce cas, on fait un grand débat, on fait un référendum, on fait un choix de société en toute connaissance de cause et en pesant les conséquences de tout cela. Voilà, alors, autre question qui n'a rien à voir, mais qui est passionnante. Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement d'une monnaie Facebook qui va être concurrente des monnaies nationales. Est-ce que c'est la fin de la souveraineté monétaire? Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Non, je pense que c'est la poursuite d'un chaos dans l'économie mondiale qui peut atteindre des proportions absolument considérables. La monnaie, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que... Alors, les libertaires rêvent que tout le monde ait sa monnaie, qu'il y ait des monnaies privées. On connaît la privatisation de la monnaie, c'est la fin de l'Empire romain. Il y a une fascination aujourd'hui pour la fin de l'Empire romain, le début du Moyen-Âge, la privatisation de l'espace public, la privatisation de la monnaie. Mais vous savez, avec la monnaie, c'est une force terrible, la monnaie. Ça peut apporter beaucoup de prospérité et ça peut détruire une civilisation. Bon, là, on va laisser d'énormes puissances privées faire leur propre monnaie. Je pense que le danger, il est considérable et que les États, ça va engendrer une guerre à terme entre les États et ces entreprises qui sera une guerre extrêmement violente. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Alors, pour poursuivre ces réflexions, je vous invite à lire le livre « La fin de l'Occident » d'Henri Guénaud, dans lequel, évidemment, cette question aussi de l'autodestruction, quelque part, de l'Occident est abordée. Mais il est l'heure de retrouver, j'espère, dans les bassins du Trocadéro, parce que c'est une promesse, Pascal de la Tour du Pin.